Et pour aller plus loin, nous sommes avec François Sénessal. Bonsoir. Vous êtes donc spécialiste du Soudan du Sud et doctorant en sciences politiques à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. L'inculpation de Riek Machar était-elle prévisible selon vous? Ah oui, alors l'inculpation de Riek Machar, mais aussi, il faut le préciser, 21 autres personnes, dont le ministre du Pétrole, elle était attendue. Et on peut même dire qu'elle s'est fait attendre, car Riek Machar, rappelons-le, et vous l'avez rappelé dans votre reportage, est en résidence surveillée depuis le mois de mars, donc ça l'a fait bientôt 6 mois. Depuis le mois de mars, toutes les voies d'accès vers sa résidence à Djouba, la capitale, sont occupées par l'armée. Et plusieurs diplomates ont essayé de visiter Riek Machar sans succès, car ils n'ont pas été autorisés par le président. Je pense que vraiment, en réalité, cette inculpation, elle représente vraiment la touche finale du président Salva Kiir et de ses alliés, d'une lente marginalisation de Riek Machar, qui a commencé en fait dès le lendemain de la signature de l'accord de paix en 2018. Et elle a été rendue possible, cette marginalisation, par trois facteurs, vraiment très brièvement. Le premier, c'est l'habileté politique de Salva Kiir, qu'on a trop peu reconnue jusqu'ici. Le deuxième, c'est aussi, on peut le dire, la trahison des alliés de Riek Machar, qui ont rejoint le camp du président Salva Kiir contre une promesse d'enrichissement personnel. Et le troisième, c'est aussi, il faut le préciser, le laisser-faire de la communauté internationale et surtout des pays occidentaux, sûrement fatigués par une décennie de conflits au Soudan du Sud et qui n'ont pas fait preuve d'autorité quand c'était nécessaire pour que ce processus de paix se mette en place. Je pense que le résultat réellement, c'est qu'aujourd'hui, le Soudan du Sud n'a jamais été aussi loin des objectifs de paix et de prospérité de l'accord de paix de 2018 et il est même tout simplement au bord du chaos. Justement, hier, les soutiens de Riek Machar ont appelé à la mobilisation militaire en vue d'un changement de régime. Donc vous pensez que le risque d'une nouvelle guerre est très élevé alors aujourd'hui? Alors, pour être simple, la guerre elle est déjà de retour au Soudan du Sud, comme le démontrent les affrontements de très haute intensité entre l'armée et les rebelles dans la province du Haut-Nil, mais aussi dans la province de l'Équateur occidental. Vous savez, aujourd'hui, l'ONU mentionne presque 400 000 déplacés depuis le début de l'année, depuis janvier 2025, ce qui est énorme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 2 millions de personnes sont déplacées au Soudan du Sud, et surtout à cause du conflit. Pour répondre à votre question, vous savez, les oppositions, aujourd'hui, elles sont trop désorganisées, trop localisées, pas assez équipées, en fait, pour l'instant, pour réellement constituer une menace pour Djouba, qui reste la capitale, donc qui reste un îlot de sécurité dans le pays, et pour un changement de régime dans le pays. Rappelons quand même que le président Salva Kiir a le soutien du président ougandais et de son armée, mais qu'il a aussi tissé des liens très intéressants et très importants pour lui avec des acteurs régionaux comme les Émirats arabes unis. Donc vraiment pour répondre, la guerre est présente, mais pour l'instant Djouba reste le seul îlot de sécurité dans le pays. Alors, un rapport des Nations Unies publié aujourd'hui affirme que les autorités ont détourné des milliards de dollars de l'argent du pétrole depuis l'indépendance du pays en 2011. Le rapport dit que les ministères relevant du parti du président Salva Kiir ont dépensé près de 6 fois plus que ceux dirigés par des proches de Machar. Est-ce que cela vous surprend? Oui, alors sur deux niveaux, je pense à cette question. Effectivement, alors depuis 2011, il y a des dizaines et des dizaines de rapports, que ce soit des Nations Unies, de la Banque mondiale notamment, mais aussi d'ONG ou de centres de recherche qui ont montré cette corruption qui est vraiment en masse et qui constitue des milliards et des milliards de dollars perdus pour le développement du pays. Donc ce rapport vient en plus des dizaines d'autres et ne constitue pas une surprise. Je pense qu'à un deuxième niveau, ce qui est intéressant, c'est que réellement, à partir de 2018, le président Kiir n'a jamais eu réellement l'intention de mettre en œuvre l'accord de paix et de travailler avec Riek Machar pour organiser un gouvernement d'unité. Et le fait de sous-financer les ministères de l'opposition ou, à contrario, de surfinancer les ministères des alliés de Salva Kiir démontre vraiment que l'intention première du président a toujours été, depuis que l'accord de paix a été signé,
de marginaliser l'opposition et de l'affaiblir le plus possible. Alors actuellement, le Soudan du Sud est classé 192e sur 193 pays pour son indice de développement humain. Dans ce contexte de tension politique, quelle est la situation humanitaire aujourd'hui? Alors, la situation humanitaire au Soudan du Sud, elle est catastrophique depuis des années et elle continue malheureusement encore et toujours de se détériorer. Alors, il y a évidemment l'impact du conflit qui est énorme, mais il faut aussi préciser que les récentes coupes budgétaires de l'administration américaine ont été assez dramatiques pour la population et pour la crise humanitaire au Soudan du Sud qui était déjà sous-financée. Vous savez, aujourd'hui, on parle de près de 60% de la population, ce qui est énorme. On parle de 8 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Et il y a même des risques de famine dans certains territoires, notamment dans le Haut-Nil où les combats sont vraiment intenses. Et il faut rajouter, en plus de toutes ces situations, plus d'1,5 million de personnes qui viennent du Soudan, car la guerre fait rage là-bas. Et ça contribue à encore plus mettre la pression sur le système humanitaire du Soudan du Sud. François Sénéchal, merci pour votre éclairage sur la situation au Soudan du Sud. Merci.